Bienvenue. Devant moi, j'ai le tout nouveau Samsung Galaxy A37 fraîchement sorti et je vais procéder à son déballage. Nous allons également jeter un rapide coup d'œil à l'appareil, à ses spécifications et à la qualité de sa fabrication. Et au passage, je vous donnerai aussi mes impressions et mon avis à son sujet. Très bien, alors allons droit au but. D'après le prix et tout le reste, il semble s'agir plus ou moins d'un appareil de milieu de gamme. Maintenant, en l'ouvrant, je dois dire que je veux vraiment leur tirer mon chapeau. Waouh, ça s'est détaché en un seul morceau. Félicitations, vous avez enfin réussi. Samsung, en tout cas, dans la boîte, on trouve le câble de chargement standard que j'essaie de sortir. Là, on passe de type C à type C, donc rien de bien particulier ici. Et sans oublier, bien sûr, le téléphone lui-même. Alors, enlevons ça. Et démarrez-le. Allez. Alors, vous pourrez voir l'écran de cet appareil dans une seconde. Et ce sera donc un 6,7 pouces avec... il est peut-être un petit peu trop fin à mon goût. Disons que si on compare avec leur gamme S25, on peut affirmer sans se tromper que c'est un téléphone d'une toute autre catégorie. Mais si vous recherchez des S25 d'occasion, par exemple, le prix de vente sera probablement très similaire à celui-ci. Dans tous les cas. Voici plus de détails sur l'écran, plus précisément. Nous avons un Super AMOLED avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité d'un peu moins de 2000 nits, 86,5, rapport écran-corps élevé, définition de 1080 par 2340 pixels, soit du 1080p à 385 ppp, avec verre Gorilla Glass Victus Plus niveau MOS 5. Cool. Donc, un des points négatifs, à mon avis, ce sont les bordures. Elles sont un peu en deçà, comme je l'ai mentionné, de la gamme S25. Je vais donc simplement sortir mon téléphone une fois que j'aurai activé un mode clair, par exemple. Pour que vous puissiez mieux voir les bordures, on y va. On voit donc clairement que ces bordures sont beaucoup plus fines sur un téléphone plus ancien. Et il y a aussi un verre trempé dessus, ce qui fait que vous pouvez voir ces contours moches tout autour des bords. Donc ça ajoute en fait un peu plus de bordure au téléphone qu'il n'en a réellement, simplement à cause de ce genre de protège-écran de mauvaise qualité. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, l'écran ici, sur le papier, en termes de spécification, est plutôt bon. C'est juste que le ratio écran-corps est un peu en dessous de ce à quoi je m'attendrais pour 400 $. Maintenant, si on le retourne à l'arrière, on a ce qui semble être un triple module photo avec, pour une raison quelconque, un design sombre ici sur un téléphone blanc. C'est donc un choix quelque peu vraiment étrange, mais bon. Côté caméra, on a un capteur large de 50 mégapixels f1.8, un ultra grand angle de 8 mégapixels f2.2 à 123 degrés et un macro de 5 mégapixels. Côté vidéo, ces caméras filment en 4K à 30 images par seconde ou en 1080p à 60 images par seconde. Pour les selfies à l'avant, le capteur grand angle de 12 mégapixels f2.2 filme aussi en 4K. 30 et malheureusement, moi aussi. La résolution 1080p n'est disponible qu'à 30 images par seconde, donc pas de 60 images par seconde ici, du moins pas pour un selfie. Maintenant. Ceci étant dit, nous pouvons maintenant passer à l'aspect probablement le plus important de cet appareil. C'est là, selon moi, que réside la majeure partie de la valeur, du moins à mes yeux. Donc, pour commencer par un point surprenant, la batterie 5000 mAh. Ce n'est pas la meilleure, mais honnêtement, pour Samsung, ce n'est pas non plus la pire. Et c'est pareil pour la vitesse de charge. Ce téléphone propose une vitesse de charge de 45 watts. Encore une fois, on est loin d'être les plus rapides. C'est comme
On est à environ 30% de ce que proposent réellement d'autres appareils, mais c'est quand même bien mieux que le S25 qui ne charge qu'à 25 watts à peine. Donc selon la logique de Samsung, c'est une amélioration, mais ça reste très en retard par rapport à la concurrence. C'est juste quelque chose à noter. Mais ça ne veut pas dire que la charge est lente, donc je pense que vous pourrez recharger votre téléphone de façon fiable et assez rapide. Donc, je suis peut-être un peu dur avec ça, mais pour le prix de cet appareil et la taille de la batterie, honnêtement, c'est plutôt solide. Je ne me plains pas tant que ça, en fait. Ce serait bien si mon téléphone avait vraiment ça. Donc, pour passer à un autre point, le processeur ici, c'est là que je trouve que ça pêche un peu. C'est un peu insuffisant. C'est l'Exynos, ce qui est déjà un signal d'alerte pour moi, Exynos 1480, donc 1480. Et l'appareil est proposé avec entre 6 et 12 gigaoctets de RAM sans stockage extensible. Et il faut savoir que la version de base commence avec 128 gigaoctets de stockage. Cela peut monter jusqu'à 256, ce qui honnêtement n'est pas énorme à l'heure actuelle. Donc c'est déjà un autre problème. Donc il a, je dirais, un processeur plutôt décevant, et pour un prix de base d'environ 400, il n'offre que 6 gigaoctets de RAM et 128 de stockage sans stockage extensible. Et le stockage est uniquement UFS. Il n'y a rien comme du 4.0 ou quoi que ce soit, ce téléphone fait vraiment bas de gamme, ce qui, je veux dire, est le cas pour un 837. Ne nous mentons pas, mais le prix, franchement, ne reflète pas vraiment cela. Là, je vérifie ça sur GSM Marina, donc je vais faire une petite vérification rapide pour voir si ce prix est vraiment exact. Parce que honnêtement, si l'on regarde bien les choses, ça semble quand même être un petit peu exagéré comme prix. Donc je me disais que je pourrais peut-être l'acheter directement sur le site d'Allegro. Alors voyons voir ce que ça donne. Pour environ 1500 $ ou bien en PLN. Oh, je suis désolé. Donc voyons un peu plus précisément. 1500, c'est... Oh, et bien voilà. Je viens de trouver l'information exacte juste ici sur mon écran. Et voilà. Donc c'est wow, 4 cents, c'est vraiment cool. Donc c'est tout à fait exact. Wow, maintenant faites attention. Ceci inclut la taxe et au taux de change actuel pour le dollar américain, dont le taux de change actuel est, plus précisément, un dollar américain équivaut précisément à 3,67 zlotys. Donc, on constate que c'est en légère baisse. Bon, donc, en gardant cela à l'esprit, niveau prix, ce n'est pas le prix le plus attractif, pour être tout à fait honnête. Et en plus, vous n'obtenez rien de vraiment exceptionnel ici. Je vais présenter un téléphone vers la fin que je pense être bien plus intéressant. Si l'interface One UI ou simplement l'écosystème Samsung ne vous intéresse pas tant que ça. Si vous n'êtes pas dedans, tant mieux. Honnêtement, parce que vous pouvez avoir un bien meilleur rapport qualité-prix en termes de ce que vous obtenez ailleurs. Bref, finissons d'abord avec celui-ci. Donc, le stockage, la RAM, le processeur, etc. Franchement, c'est décevant ici, comme je l'ai déjà mentionné. Et ensuite, parlons de la qualité de fabrication de cet appareil. On a un cadre en aluminium qui n'est pas en aluminium. Tu es sérieux? C'est du foutu plastique? Ouais, c'est juste du plastique sur GSM Arena. Écoutez, franchement, je n'ai pas besoin de vérifier, je peux distinguer très clairement ce foutu plastique blanc. Juste là, devant mes yeux. Donc oui, l'information ici semble être complètement inexacte. Mais l'arrière, selon GSM Arena, serait en verre et effectivement, ça a l'air d'être du verre. Donc non, rien de négatif à dire ici. Et pour être plus précis, c'est aussi du Gorilla Glass Victus Plus, donc comme à l'avant. Et voilà. Je ne comprends pas pourquoi c'est censé être indiqué comme de l'aluminium, alors que je suis presque sûr que ce n'en est pas. Ouais, je ne crois pas que ce soit de l'aluminium. Par exemple, c'est... Je peux même l'entendre quand je tape dessus. C'est tout simplement du plastique. Oh, wow, ok.
Je commence à comprendre exactement ce qui s'est passé. Tout à fait par inadvertance, j'ai cliqué sur le mauvais modèle de téléphone au moment où je suis remonté tout en haut de la page après avoir vérifié le prix. C'est bien un cadre en plastique. GSM Arena avait raison. Je me suis trompé en cliquant sur le mauvais onglet du A57 au lieu de 37. Bref, c'est la seule chose que j'ai mal comprise. Tout le reste de ce que j'ai dit restait correct. Donc, honnêtement, c'est tout ce que l'on sait en termes de spécification de cet appareil. C'est, à tout point de vue, un appareil de milieu de gamme, mais vraiment un appareil d'entrée de gamme. Donc, vous n'en retirez pas grand-chose, je dirais. Et juste pour vous donner un aperçu, un exemple de ce que vous pourriez obtenir pour à peu près le même prix, n'est-ce pas? Oui, ça devrait être à peu près le même prix. Donc, laissez-moi vous montrer ce petit bijou juste ici. Voilà. Ceci est un téléphone Xiaomi. Je ne suis pas du tout sponsorisé par eux. Je trouve tout simplement que l'ensemble de leurs appareils sont vraiment tout à fait excellents pour tout ce qu'ils proposent. Je vais juste lui donner un petit coup de chiffon, voilà. Donc ce modèle-ci n'est pas vraiment beaucoup plus petit que ce que propose la marque Samsung. En termes de taille d'écran réel, vous avez 6,59 pouces au lieu de 6,7, donc il n'y a pratiquement aucune différence. Mais ce que vous obtenez réellement en termes de spécification ici, c'est comme comparer un appareil haut de gamme à celui-ci. Oui, c'est juste hilarant. Donc ici, sur cet appareil un peu plus lourd, on a un corps en aluminium, contrairement au Samsung ici. On commence avec 8 gigaoctets de RAM pouvant aller jusqu'à 12. C'est déjà une petite amélioration. Le stockage commence à 256 pour le même prix d'ailleurs et va jusqu'à un demi-téraoctet. C'est de l'UFS 4.1, pas une sorte de truc sans étiquette de mauvaise qualité. Malheureusement, il n'y a pas de stockage extensible, mais vous pouvez aller jusqu'à un demi-téraoctet, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et, plus important encore, il est équipé d'un processeur Dimensity 8500 Ultra. Ce n'est pas le plus rapide qu'il propose, mais je compare à prix égal, donc pour ces deux appareils. Ce que vous obtenez ici équivaut à un modèle haut de gamme chez Samsung, ce qui est tout simplement insultant. Donc je ne sais pas. Le processeur ici est déjà une caractéristique standard, mais on est aussi genre complètement ridicule. Sur cet appareil, par exemple, il y a la vitesse de charge et la batterie. Celui-ci a 6500 mAh dans un format plus compact et charge à 100 watts contre 45 ici. L'écran sera aussi meilleur car c'est un AMOLED. Ce n'est pas un super AMOLED, mais il affiche 60 milliards de couleurs. Taux de rafraîchissement de 125 Hz, mais là où il se démarque vraiment, c'est surtout par son taux de réponse tactile qui dépasse les 3000 Hz. Certifié Dolby Vision et HDR10+, avec une luminosité de 3500 nits, vous profitez d'un écran bien plus lumineux et performant. Le téléphone est plus rapide, avec une batterie qui dure plus longtemps et une recharge nettement plus rapide. Et les appareils photo ne sont pas en reste non plus, puisque vous pouvez filmer en 4K 60 à l'arrière et aussi en 1080p 60 à l'avant. Les appareils photo sont équipés d'un capteur principal de 50 mégapixels f 1,5 et d'un ultra grand angle de 8 mégapixels 2,2, donc vous avez moins de caméras, mais au moins elles sont meilleures. Voilà ce que vous obtenez pour environ 400 $ américains. Ce qui, à mon avis, est aussi un bien meilleur choix, vous obtenez beaucoup plus de téléphones. Et pour parler aussi des performances, j'ai mentionné qu'il possède un processeur bien plus rapide. Vous vous demandez peut-être à quel point il est plus rapide. Malheureusement, nanoreview.net n'a pas de comparaison exacte, équivalente à une comparaison d'égal à égal. Donc je ne peux pas vraiment afficher le 8500 Ultra que nous avons ici, mais ce que je peux afficher, c'est le 8400 non Ultra, qui est en gros la génération précédente ou une version inférieure. Donc en gardant cela à l'esprit, je compare ici un processeur plus lent de chez Dimensity à celui-ci. Et selon les benchmarks Antutu 11, NanoReview 11 affirme que vous obtenez une performance supérieure de 94%.
sur l'ancien processeur qui se trouve ici. Donc même pas celui-ci sera encore meilleur. Donc déjà 94%, c'est pratiquement le double des performances de ce que nous avons ici pour le même prix. En termes de chiffres réels dans tout, on voit que Samsung obtient un score de 997 000 avec, vous savez, quelques chiffres derrière, mais je vais arrondir. Alors que le Dimensity 8400, même pas la version 85 Ultra, atteint un score impressionnant d'1 934 000 points. Donc oui, on peut dire qu'il y a juste une petite augmentation ici. Maintenant, si l'on regarde du côté de Geekbench 6, c'est une histoire totalement différente et bien plus complexe. Pour le single core, c'est-à-dire uniquement la performance de traitement, vous obtenez une augmentation de 38% en single core et 76% en performance multicore. Encore une fois, les deux se réfèrent à l'ancienne version de ce qu'il y a dans l'appareil Xiaomi. Et là où il vous offre vraiment de bien meilleures performances, c'est au niveau du GPU. Pour les jeux, les tâches spécifiquement liées ou les tâches graphiques, vous obtenez une performance supérieure de 104,27% par rapport au Samsung ici. Donc, vous regardez un score de 12 000 contre 4 000. C'est carrément comique. Et c'est la même chose quand on regarde 3D Mark, qui testent aussi les performances du GPU. Donc, lors du test 3D Mark Steel Nomad Lite, il affiche un résultat impressionnant, supérieur de 193%. Pour SolarBay, très bien, regardons ça, il n'y a absolument aucun score pour l'Exynos. Et oui, c'est globalement l'essentiel de ce qu'il faut retenir aujourd'hui. En moyenne, vous allez obtenir le double de la performance pour le même prix. Maintenant, quand vous obtenez le double de la performance pour le même prix, je ne pense pas que ça vaille vraiment la peine d'opter pour quelque chose qui vous offre tellement moins pour la même somme d'argent. On dirait juste que quelqu'un essaie de vous prendre pour un idiot et de profiter du fait que vous pensez que Samsung est bien. Mais est-ce vraiment le cas quand un téléphone d'entrée de gamme peut littéralement surpasser celui-ci, lui faire la course autour? Et, sans moquer. Désolé pour ce petit bruit et pour tous les bruits que vous pourriez entendre en ce moment. Mais oui, bref, comme je le disais, parce que j'ai mis la vidéo en pause, ce téléphone va tout simplement être une bien meilleure option et je ne pense pas vous avoir encore dit de quel modèle exact il s'agit. Donc, pour être précis, il s'agit du Poco X8 Pro qui, comme je le disais, est tout simplement une bien meilleure option. Ils ont aussi le modèle Ultra qui est encore plus rapide et possède une quantité de batterie encore plus démesurée. Donc, si vous voulez dépenser un peu plus, vous pouvez aussi vous pencher là-dessus. Mais évidemment, c'est pratiquement une comparaison à 1 contre 1 en termes de prix et de ce que vous obtenez. Et ce que vous obtenez ressemble un peu à une blague de la part de Samsung. Bref, c'est juste mon avis ici. Au final, c'est à vous de décider. Comme je le disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas dans l'écosystème Apple, ce serait une excellente option. Si vous êtes dans l'écosystème et que vous avez plein d'appareils Apple, que vous comptez par exemple sur des choses comme, comment ça s'appelle déjà? Pas les appareils Apple, comment ça s'appelle déjà? SmartThings, voilà, pour par exemple l'automatisation de votre maison et ce genre de choses. Alors, il est possible que vous dépensiez cet argent en plus pour obtenir un produit inférieur, juste pour avoir accès à des choses comme SmartThings, les automatisations, etc. Mais si ce n'est pas le cas, je vous recommande vivement de jeter un œil au Poco. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, je ne suis en aucun cas sponsorisé ni par Poco ni par Samsung, donc c'est simplement mon avis personnel et ce que je pense être le meilleur. Donc, dans tous les cas, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.